On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre. Une révolution humaine. L'invité de 11h et quelques, la rediff. Radio BLV 93.6 dans Avec ou sans sucre. Il est 11h06, 11h07 même. L'heure pour nous de retrouver notre invité de 11h et quelques. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Bagadet, qui est auteure et plein d'autres choses. Bonjour Nathalie. Et bonjour. Bienvenue dans le studio de Radio BLV. Et vraiment, je suis très contente de t'accueillir. Alors, c'est pas la première fois que tu viens, puisque tu avais eu la gentillesse de venir aussi pour la Libre Anthem l'été dernier, enfin pas cet été, l'été d'avant, l'été 2016, avec Mathias et toute la joyeuse bande de la Libre Anthem. Mm-hmm. Parce que tu as été un de leurs professeurs. Et oui, tout à fait. Alors, pas tous, mais en fait, une bonne partie de l'équipe. Et ça fait très plaisir de garder des liens une fois qu'ils sont partis du lycée. Surtout que c'était vraiment des élèves que j'appréciais particulièrement. Mm-hmm. Nous avions eu des projets un peu fous ensemble et ça a créé des liens. Ah ben, moi, je confirme que ça a créé des liens parce que là, c'est Raphaël qui nous a mis en contact en disant, Sylvie, tu sais, elle sort un nouveau livre et je pense que ça serait bien que tu l'accueilles. Et ben voilà, ça nous a permis ça m'a permis une belle découverte. Alors Nathalie, donc tu es professeure agrégée d'anglais, tu es aussi et avant tout presque maintenant, et j'ai l'impression de plus en plus, donc écrivaine. Puisqu'on dit auteure, écrivaine. Alors, je peux te reprendre ? Vas-y. Autrice. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à ce vocable. Mm-hmm. Au départ, ça sonnait un peu comme autiste. Il y a une réticence à utiliser ce vocable. On est de plus en plus nombreuses à l'utiliser, notamment parce que j'ai lu un article sur le net d'Audrey Alouette, qui est une autrice indépendante, qui est très très intéressante, passionnante. Il y a une professeure de français qui a utilisé son article sur auteur sans E ou autrice, pour en parler avec ses élèves. Et elle nous a expliqué vraiment que c'était le bon vocable, c'était celui qui existait. Et un jour est arrivé le cardinal de Richelieu et il a décrété que maintenant ce ne serait que des noms de profession masculins, et c'est lui qui a rayé carrément de la carte le vocable d'autrice. Donc on essaye de le récupérer. Et je le trouve plus joli qu'auteur parce que qui veut pas dire grand chose et qui ne se raccroche pas sur grand chose. Donc tu es autrice. Tu as des enfants, tu as des chats et une tortue. Oui. J'avais dit pas d'animaux à la maison, il faut savoir être ferme. Voilà, tu as raison. Il faut tenir sur ses positions. Une petite précision quand même, c'est que Nathalie nous fait la gentillesse d'être là alors qu'elle vient elle a passé le week-end aux Aventuriales de Ménétrol, donc à côté Ménétrol, c'est ça, à côté Clermont-Ferrand, et donc voilà, malgré les kilomètres et malgré la fatigue qui est due à ces rencontres qui sont toujours passionnantes, mais qui sont denses, on va dire, elle est là. Alors tu n'échapperas pas au rituel de l'invité de 11h et quelques, qui est que l'invité nous raconte un petit peu son parcours, parce qu'on aime bien entendre des parcours qui sont pas forcément toujours un peu trop rectilignes, on va dire. Alors, je suis née un matin d'octobre. Non, si tu veux, non, tu le fais comme tu le sens. Je vais pas repartir en arrière de ce temps-là, parce que ça remonte à loin. Par contre, j'ai tenu à faire des remerciements dans ce livre-ci particulièrement. Mon professeur de français de collège, Monsieur Chemina, qui n'est plus là malheureusement, mais j'espère que sa famille pourra lire ces remerciements-là. Un jour, il m'a fait avoir une honte, on va dire une gêne mémorable en cours, en disant ma copie à toute la classe, mais parce qu'il l'avait adorée. Mais quand on est adolescent, être mis en avant comme ça, c'est terrible. Moi, donc j'étais rouge comme une tomate, je l'ai assez mal vécu sur le coup. Il n'empêche qu'il a semé une petite graine ce jour-là. J'avais toujours aimé écrire, puisque c'est pour la raison pour laquelle il a lu ma copie, c'est qu'il l'avait trouvée belle. Mais là, ce jour-là, il m'a donné le goût d'être lu.
C'est-à-dire que de voir que vous avez inspiré quelqu'un par votre écriture à ce point, ça, c'est quand même très très agréable. Donc je l'ai gardé tout au fond de moi, cette petite graine. J'ai fait beaucoup de choses, des voyages, je suis devenue professeure, j'ai eu ma famille. Mais j'ai toujours eu envie de la sortir, de l'exprimer. Donc ça a commencé par du blogging. J'avais un blog de prof anonyme où je parlais de mes états d'âme de professeur. Et je me suis aperçue que lorsque j'écrivais des histoires inspirées de ma vie, mais qui étaient des histoires de fiction, j'avais de plus en plus de lecteurs que les gens aimaient. Et ça m'a confortée dans cette idée que oui, j'avais envie d'être lue. Et c'est ce qui m'a lancée dans l'écriture. Comme quoi tous les chemins mènent là où on doit aller en fait. Alors juste avant de partir vraiment sur l'écriture, parce que je pense que c'est des passerelles et que tout ça a une logique finalement. Tu es aussi accompagnatrice bénévole pour l'association Art et Vie que je ne connaissais pas. Alors, je veux bien que tu nous en parles parce que c'est une sacrée belle association et tout à fait. Bel objet. Elle est très très connue de tous ceux qui veulent des voyages culturels. Je dis bien culturels, mais pas ennuyeux. Ça change tout parce qu'il y a le mot vie aussi dans leur vocable. Donc, eux, ce qu'ils proposent, et c'est depuis les années 70, ils sont dans le top 10 des tours opérateurs de voyage. On a 96% de personnes qui ont voyagé avec Art et Vie qui reviennent. Il n'y a pas photo, ce sont des voyages magnifiques. Alors nous sommes en petits groupes. C'est une association, donc à but non lucratif. Leur but, c'est que vraiment le voyage se passe au mieux pour tout le monde. Là, je reviens avec eux d'un voyage au Sri Lanka. Passionnant. Alors bien sûr, il y a la beauté du pays. Alors ça, ils y sont pas trop pour grand-chose, mais ils ont vraiment bien conçu leur itinéraire. On voit tout, énormément de choses, autant de la nature que de l'architecture, mais avec cette petite touche en plus. Par exemple, le repas chez l'habitant. Donc j'ai fait un repas servi dans des noix de coco. Avec le monsieur qui nous a tout montré de sa maison. Moi, j'avais mon fils qui était avec moi en voyage, qui a 10 ans. Il l'a fait monter à un arbre pour lui montrer comment les techniques d'escalade des arbres. On a senti vraiment une chaleur, une bienveillance que peu de voyages proposent en fait. Le groupe était très solidaire parce qu'on est tous des adhérents de cette association. Alors l'adhésion, ça doit être de l'ordre de 10 € à l'année, je ne me rappelle plus exactement, pour une famille. Donc ça va, c'est le geste en fait. Le geste d'être adhérent. Et donc, ils proposent des voyages partout dans le monde. Si vous comparez, par exemple, avec un tour opérateur un peu plus classique, vous allez peut-être parfois trouver qu'il y a 100, 200 € de plus, mais c'est parce que vous faites tellement de choses supplémentaires que les prix sont calculés pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est des groupes de combien à peu près ? 25 maximum. D'accord. Et là, j'ai accompagné un groupe, on était 13. D'accord. Voilà. Donc à 13, ils sont clairement déficitaires, mais ils font partir le voyage quand même. Beau, belle association et j'avais vraiment envie que tu la présentes. Je crois que la délégation régionale chez nous, c'est Grenoble. Tout à fait. Alors ils sont basés à Paris à la base, mais le site internet est accessible de partout en France. Et nous, on a une délégation très sympathique. Je salue Christine qui l'amène de main de maître à Grenoble et qui vous accueillera avec plaisir pour vraiment parler de votre projet et essayer de trouver la solution qui vous conviendra le mieux. C'est impossible que vous trouviez pas dans le catalogue une destination qui vous plaira. Voilà. Donc on part. C'est bien parce qu'on commence à parler écriture et puis on part dans les voyages et puis on va continuer justement dans le voyage et l'écriture puisque tu es là pour nous parler notamment. Alors on a compris que tu écrivais depuis quelque temps. T'as écrit déjà pas mal de romans, de recueils de nouvelles, etc. Et là donc sort le premier tome d'un cycle qui s'appelle Une autre vie à Sitara et dont le titre de ce premier tome c'est Tempétueuse Sylvine. Donc qui sort là en septembre 2017. Oui, on est en plein cœur de mercredi dernier, le 20. Je suis ravie parce qu'il a vraiment eu le lancement qu'il mérite, à savoir que vraiment les gens l'attendaient depuis très longtemps. C'est le premier livre que j'ai commencé à écrire, mais il était tellement gros, tellement dense qu'il fallait que j'écrive d'autres choses
en bouffée d'oxygène au milieu. Et donc, mes fans sont constitués petit à petit. Ils étaient tous au rendez-vous pour sa sortie. Donc, il a eu une très, très belle sortie. Il est arrivé dans le top 10. Il a même été premier pendant 2 jours dans le top 10 des Epic Fantasy. Et il a détrôné un célèbre Game of Thrones. Ah, bravo quand même. Il faut le faire. J'ai pris la photo, je l'ai encadrée et il est sur mon blog. Tu as bien raison. Alors, tu as parlé de Epic Fantasy. Effectivement, ton univers à toi, c'est la fantaisie, les voyages, les aventures. Comment depuis le début, quand tu as, j'ai lu sur ton blog que tu avais commencé à écrire des romans justement en partant avec l'association dont on vient de parler tout à l'heure, et notamment sur l'Écosse, je crois. Tout à fait. C'était un voyage fabuleux. C'est lui qui m'a libérée en fait côté écriture. Je me suis dit c'est juste pas possible que je ne transmette pas ce que j'ai vécu, que des gens ne connaissent pas ça parce que voilà, moyens financiers ou peut-être des hésitations à s'y rendre. Donc jusqu'à aujourd'hui, Éclosia ou l'Écosse des légendes, c'était mon best-seller, c'est celui qui m'a fait connaître clairement, parce que j'ai réussi à transmettre mon amour pour ce pays dans mon histoire et donner tellement envie aux gens d'y aller que voilà, ça leur a donné vraiment pour beaucoup les commentaires que je préfère sur les sites de vente en ligne, c'est « et j'ai pris mon billet ». J'ai lu ce livre et j'ai pris mon billet. Génial. Alors, on va pas pouvoir prendre de billet pour Sitara. Non, parce que c'est un lieu imaginaire, mais en même temps, j'en parle dans l'histoire. Il suffit de rêver pour pouvoir s'y rendre. C'est un lieu que j'aimerais qui prenne une vie grâce au lecteur. C'est-à-dire que, par exemple, un lecteur qui a lu Harry Potter, pour lui, Poudlard, Hogwarts en anglais, existe. Il a une réalité propre. Même avant même d'avoir vu les films, il avait une réalité propre parce que les lecteurs se l'étaient approprié. Et c'est ce que j'espère qui va se produire avec mon histoire. J'en parle de ce processus de rêve et d'appropriation d'un lieu. Et voilà, on va lui souhaiter ça. Mais souhaitons-lui, oui. Alors juste, emmène-nous un petit peu dans ce lieu, dans ce monde de Sitara. Présente-nous un petit peu ton univers justement, de mets-l'eau à la bouche là. Alors, en parlant d'eau à la bouche, ils ont des choses comme des crocations à Sitara. Donc des crocations, c'est lorsque moi j'ai une petite faim parfois, je m'en fais une et je lui ai donné ce vocable qui existe donc, qui a lieu à Sitara. Donc il s'agit par exemple de fromage blanc, d'un produit laitier avec du sucre roux, des petites noisettes, tout cela bien sûr très joliment présenté. Ils ont donc un vocable spécifique, assez féminisé parfois, parce qu'il y a quelque chose que je veux mettre en place derrière. Je rassure les garçons, il y a des scènes de bataille épiques et il y a un dragon. Donc c'est pour tout le monde. C'est un pays idyllique, vraiment que j'ai voulu presque parfait, mais c'est le presque qui est intéressant. Bien sûr. Donc tellement parfait qu'il y a quelqu'un qui veut se l'approprier. C'est un peu la base de tout ce qui est fantasy, le bien, le mal. Il veut lui mettre sa patte, et notamment justement parce que ce pays étant tellement parfait, les gens sont heureux, sont gentils, sont beaux. Lui, il mène ceux qui ne sont pas parfaits, qui ont été un peu rejetés par la société. Il s'appelle Roé, mon méchant, je l'aime beaucoup. Et il va essayer de s'approprier, de mettre sa propre patte sur cet univers un peu trop lisse. Il n'empêche que cet univers n'est pas si lisse que ça, n'est pas si parfait que ça. Il y a ce qu'on appelle des brumes. Et lorsque les brumes sont là, les personnes ne réagissent pas toujours comme ils devraient le faire. Soit ils réagissent tels qu'ils ont toujours agi de la même façon, soit ils en profitent pendant ces instants-là pour agir un peu bizarrement. Et parfois, donc, il peut y avoir des drames pendant ces périodes de brume. Donc j'essaye d'explorer cela et pourquoi il y a ces brumes dans mon univers. Très bien. Et alors Sylvine, tempétueuse Sylvine, qui est Sylvine? Alors la pauvre jeune fille, je la ménage pas quand même. Elle se réveille le matin, un beau matin, complètement amnésique, un peu paniquée par tout ça. Elle a très mal à la tête, il lui est arrivé quelque chose, elle sait pas quoi. Et lorsqu'elle se réveille, on lui dit hop, faut aller sauver le monde là. Et quoi C'est une jeune fille. Elle dit vous n'avez pas une armée, vous n'avez pas des dragons, vous n'avez pas des guerriers, on ne sait pas pourquoi moi. Ah ben c'est que vous êtes la guerrière magicienne. Ah ben voilà, première nouvelle. Donc elle n'est pas très convaincue. Elle a tout oublié, mais en fait non, elle n'a pas tout oublié. Elle se rappelle très bien d'une personne, une évidence, l'homme qu'elle aime. Elle le retrouve et bien sûr il est en danger. Donc là, elle n'a plus le choix. Il va falloir qu'elle intervienne. Et comment pouvoir l'aider alors qu'elle a perdu tous ses pouvoirs? Elle ne sait plus de quoi elle est capable. Elle repart dans son passé
repart dans ses souvenirs, dans son passé, grâce à la magie, pour retrouver ses pouvoirs perdus. Et le problème, c'est qu'elle va pas être la personne que tout le monde croit dans ce passé. Ah. Bon, alors là, voilà, ça nous laisse en suspens. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche, justement. Pas que les crocations, mais tout le reste vous met l'eau à la bouche. Et pour attaquer, pour aller plonger dans ce premier tome du cycle Une autre vie à Sitara, Tempétueuse Sylvine. C'est la première, par contre, c'est le premier livre, le premier cycle que tu crées. Oui, en fait, je l'ai commencé par celui-ci. Je suis une architecte en écriture, c'est-à-dire qu'il y a les architectes et les jardiniers. Moi, je suis une architecte dans le sens où j'ai conçu mes 4 tomes avant de commencer à écrire le texte du premier. D'accord. Donc, je sais où je vais et je peux me permettre de semer des indices qui ne sont pas toujours discernables, en fait, par le lecteur, parce qu'il ne sait pas où je vais l'emmener. Et c'était un projet de telle envergure que voilà, j'ai écrit entre-temps des one-shots, ce qu'on appelle des one-shots, donc mes romans, mon recueil de nouvelles. Mais je rassure les personnes qui seraient un peu frustrées à la fin du tome 1 et qui veulent le tome 2. Déjà, le tome 2 est très bien entamé. Il y en a plus de la moitié qui est écrite. Et il y a un gros mystère qui est révélé à la fin du tome 1. Donc, ça apporte la satisfaction du lecteur qui n'est pas obligé d'attendre le tome 2 pour avoir la grosse révélation du tome 1. Il n'empêche qu'il y a quand même un élément de frustration à la fin du tome parce qu'on veut savoir ce qui va arriver après. Mais ce ne sera pas le même personnage qui sera le héros principal du tome 2. D'accord. Même si on retrouvera Sylvine, elle sera un peu dans l'ombre du personnage du tome 2. Très bien, ça t'en dis déjà beaucoup, hein. J'ai pas encore lu le livre, je le dis, mais ça ne saurait tarder. Alors tu parles d'écrivains architectes et d'écrivains jardiniers. C'est une belle expression. Comment on fait effectivement? C'est énormément de travail de construire comme ça, d'imaginer un monde et d'imaginer un cycle sur 4 tomes. Il faut être très comment dire, organisé, très organisé, très carré. C'est vraiment dans tous les détails. Tu as besoin de ça et puis après ça te permet justement de te libérer sur l'écriture. Alors oui et non, c'est-à-dire que oui, je suis assez organisée, j'ai fait un lexique, j'ai réfléchi à des choses que je n'ai pas mis dans l'écriture. Mais j'en avais besoin pour voir où j'allais en fait, pour voir si ça se tenait. Mais tout le monde n'est pas comme ça, il n'y a pas une façon de faire, c'est ma façon de faire. Voilà, oui. Et en même temps, il y a des moments où j'étais partie sur une idée et en écrivant la scène, j'ai écrit tout à fait autre chose parce que c'était juste pas possible. Les personnages un peu s'imposent, on leur donne une sorte de corps, de substance, mais après eux, forcément ils sont dans une logique et ils font pas forcément ce qu'on avait prévu de faire. C'est pareil, il y a aussi les personnages qui s'imposent à nous. J'avais prévu l'apparition d'un petit enfant, il s'appelle Kivan, mais vraiment très brièvement. Il a pris une telle présence que c'était pas possible de ne pas le retrouver. Donc je l'ai remis à la fin de l'histoire et on le retrouvera dans les autres tomes nécessairement. Oui, il y a vraiment des personnages qui s'invitent et qui s'imposent à l'écrivain. Alors là, à l'heure actuelle, il y a un grand chouchou qui fait déjà l'unanimité, parce que j'ai la chance d'avoir vraiment des gens qui attendaient tellement ce livre qu'ils l'ont déjà lu, alors qu'il est gros quand même. Ils l'ont déjà lu et commenté sur les sites. Et le personnage qui fait l'unanimité est pareil pour mes bêta-lecteurs, c'est-à-dire les personnes qui testent le livre en avant-première, c'est l'écureuil. Il y a un écureuil et il a des pensées conscientes, très intéressantes. Et alors là, lui, c'est le grand favori de tout le monde. Le chouchou. Alors, puisqu'on parle de personnages, tu as travaillé aussi en amont, donc pendant ton. Alors, est-ce que c'était pendant la rédaction justement? On va voir. C'est que tu as un blog et alors sur ce blog, tu as proposé des interviews de tes personnages. Ouais, j'adore cette animation, elle plaît beaucoup. Lorsque j'écrivais Sitara, j'avais besoin d'avoir le soutien un peu, on va dire, des lecteurs. Donc avant même sa parution, bien longtemps avant, j'avais créé un blog Sitara.
Il n'existe plus puisque je l'ai rapatrié sous mon blog d'auteur maintenant. Et de temps en temps, donc, je proposais des animations puisque j'avais beaucoup de lecteurs qui l'attendaient et ça me permettait aussi de les faire patienter. Bien sûr. Et donc, de temps en temps, je disais, allez, tiens, aujourd'hui, vous allez interviewer Schnippy. Donc, c'est le nom de l'écureuil. Interviewer Schnippy. Et donc, posez-lui vos questions en commentaire du blog. Donc, tous ceux qui posaient des questions en commentaire, je les intégrais après dans une scène que j'écrivais moi, qui me permettait à la fois de les mettre eux en scène avec mon personnage, de leur faire mieux appréhender ce personnage et moi-même de m'approprier la voix du personnage. Ça, bien sûr, ça ne figure pas dans le livre. A posteriori, peut-être dans une édition bonus de luxe, je devrais le faire paraître parce que c'est intéressant. Mais c'est un autre point de vue du personnage, ça permet de le rendre encore plus vivant. Et pour toi, ça t'a aidé vraiment, ça t'a vraiment aidé dans l'écriture justement du personnage. Oui, pour le Est-ce qu'il y a même peut-être des choses que tu as fait évoluer ou que tu as intégrées dans suite à ces interviews? Je me rappelle très bien d'un lecteur qui était fan d'écureuil, mais au sens, il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait en manger. Donc, j'étais bien sûr très fâchée parce que mon écureuil, on n'y touche pas. Mais il n'empêche que j'ai du coup intégré une scène où il y a des méchants qui se régalent à l'avance du bon rôti d'écureuil qu'ils vont pouvoir se faire. D'accord. Et bien sûr, j'ai pensé à lui en écrivant cette scène. Donc comme quoi les interactions elles existent jusque dans la réalité de l'écriture. Il y a, si je peux me permettre, il y a aussi une autre personne que j'apprécie énormément qui vient elle-même de publier un livre, mais là on est dans un livre sur l'éducation, enfin son métier de professeur, donc on n'est pas dans de la fiction, on est dans un récit de vie et ses méthodes d'enseignement. Et elle m'a tellement inspirée, cette amie, et pour sa patience, son énergie, son innovation, que j'en ai fait un personnage. Donc c'est Dame Marie dans mon livre. Et il y a aussi mon plus grand fan, celui qui me suit depuis le début de mon blog de professeur, qui a toujours été au rendez-vous, qui a toujours été présent sur tous mes blogs. Pareil, lui aussi figure en tant que personnage secondaire. Donc j'aime bien, c'est un peu une sorte de retour des choses, de rendre l'appareil, de les intégrer dans l'histoire. Oui, puis on se nourrit de son quotidien de toute façon. Alors pour continuer dans cette tempétueuse Sylvine, le livre est illustré par des dessins de Céline Lacomblaise alors tu m'as soufflé ça tout à l'heure parce que je trouve ça tellement beau. Elle s'intitule Illuscrivaine. Tout à fait, parce qu'elle est autant illustratrice qu'écrivaine. Elle adore, elle a un roman qui est en cours d'élaboration, que j'aime beaucoup. Et elle fait donc des dessins très qui donnent une personnalité au personnage. Enfin, j'adore ce qu'elle fait au point de vue du trait et des détails. Et je la connaissais en tant qu'autrice sur un forum, mais pas en tant qu'illustratrice. Et j'ai vu un jour sur le blog d'un ami auteur, Jean-Sébastien Guillermou, qui a fait un roman que je conseille vraiment sur les pirates de l'escrogriffe, paru aux éditions Bragelonne. Elle a fait pour lui des illustrations de ses personnages qui vraiment été un coup de cœur pour moi. J'ai aimé les personnages avant même de les lire, grâce à ces illustrations. Alors, il n'a pas pu mettre ces illustrations-là dans son livre, étant donné que l'éditeur avait lui-même des illustrateurs, mais moi, étant indépendante, j'ai pu faire ce que je voulais, donc j'ai pu lui demander de travailler sur mes personnages. Elle avait lu, heureusement, mon histoire déjà à l'avance, elle a relu, et elle l'aimait beaucoup, donc ça a, je pense, facilité son travail, et elle m'a fait des illustrations qui sont superbes, donc que j'ai pu mettre dans mon livre. D'accord, donc c'est un beau, c'est non seulement un livre passionnant, mais en plus c'est un beau livre. Je te propose de faire une petite pause musicale, et puis on revient ensuite pour continuer à parler de livres, et puis on va parler aussi d'auto-édition. On part tout de suite avec Mina Agossi, I Don't Want to Be Alone. Mina Agossi, I Don't Want to Be Alone, à 11h33 sur Radio BLV 93.6 et plus particulièrement dans l'invité de 11h et quelques dans cet Avec ou sans sucre du lundi. On retrouve notre invité de 11h et quelques de ce matin, Nathalie Bagadet, qui vient nous parler notamment de son métier d'autrice, mais aussi de ce dernier, donc de son dernier bébé, le premier tome du cycle Une autre vie à Citara, qui s'intitule Tempétueuse Sylvine.
Tout va toujours bien? Tout va très bien. Formidable. Alors, auto-édition, tu en as parlé à plusieurs reprises. Tu as dit, moi j'ai eu la chance d'être indépendante et donc de pouvoir intégrer les illustrations de Céline Lacomblaise, notamment, et puis d'autres choses. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait, d'abord que tu as fait ce choix? Et puis, comment ça se passe dans les faits, l'auto-édition? Eh bien, tu as tout à fait raison, c'est un choix. C'est-à-dire que j'ai été éditée, en 2012 et 2013, j'ai été éditée dans 2 petites maisons d'édition. Les éditeurs étaient charmants, attentionnés même, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, j'ai eu de la chance. Il n'empêche que je me suis très vite retrouvée frustrée de l'expérience, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a écrit un texte et qu'on signe un contrat d'édition, on donne tous les droits sur le texte. Ils n'ont pas le droit de le modifier de façon conséquente, mais après, il ne vous appartient plus. Donc tout ce qui est le packaging, la présentation, le calendrier de publication, on n'a absolument aucun droit de regard dessus. Et même souvent, on n'est pas informé. Enfin, on est informé un peu tardivement. Donc on est dans le noir, dans l'attente. On n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors qu'on a écrit quand même un texte, c'est notre bébé, et de lâcher tout d'un coup dans la nature, moi ça ne me convenait pas. Après, il y a aussi le choix des couvertures qui personnellement ne m'ont pas convaincue non plus. Donc je me suis aperçue que j'étais quand même quelqu'un d'assez indépendant et que l'expérience n'était pas faite pour moi. Or, on a la chance de vivre dans une époque où il existe ce qu'on appelle l'impression à la demande. Donc c'est bien de l'édition qui n'est pas à compte d'auteur. Ça, par contre, je le déconseille fortement, parce que l'édition à compte d'auteur, on demande à un écrivain de payer pour fabriquer son livre et ensuite d'acheter un stock très conséquent de livres. Donc c'est un peu, ça devient difficile à faire pour les auteurs. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je mets beaucoup de temps après l'écriture à faire le travail d'un éditeur, c'est-à-dire avec mes bêta lecteurs, des gens autour de moi qui lisent, mais de façon critique, mon histoire. J'ai aussi des correcteurs qui corrigent les coquilles que je laisse, même si je suis forte en orthographe, il n'empêche qu'on en laisse toujours, voilà. Donc il faut un œil autre sur son texte. Je travaille aussi la mise en forme. En fait, tout ceci, c'est on va dire 3 mois supplémentaires après l'écriture. C'est un travail à ne pas négliger. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de quelqu'un qui leur fait parce qu'eux n'ont pas envie de le faire ou ne se sentent pas les épaules pour le faire. Moi, je m'en suis senti les épaules, je l'ai fait. Et du coup, j'ai utilisé ce système d'impression à la demande pour mettre mes livres sur un site de vente en ligne. Et ce site imprime mon livre, envoie mon livre. Moi, je n'ai rien besoin de faire. Je n'ai pas besoin d'aller à la poste et de distribuer mon livre moi-même. Et ce site, en plus, me reverse 70% du prix du livre. Alors que chez un éditeur, j'avais des bons contrats. Et les bons contrats, c'est 10%, 12% du prix du livre. En général, un premier contrat, c'est 8%. Donc, c'est quand même, il n'y a pas photo. Je m'y retrouve plus. Bien sûr. Alors, les inconvénients, c'est que ça demande plus de temps, puisqu'il faut faire un travail en plus par rapport à l'écriture qui est déjà chronophage, et qu'on n'est pas distribué en librairie. Mais en même temps, je suis distribuée sur un plus long terme, c'est-à-dire que je suis distribuée sur les sites de vente en ligne, et il n'y a pas de fin, puisque c'est de l'impression à la demande. Quelqu'un le veut, hop, ça s'imprime. D'accord. Il y a toujours 1 ou 2 livres en stock, mais pas énormément. Et donc, du coup, il n'y a pas ce qu'on appelle l'infâme mise au pilon chez un éditeur classique. Un livre, normalement, au bout de 6 mois, voire 1 an quand on a de la chance, il est remisé et tout le stock est détruit. Parce que ça coûte trop cher de le stocker. Moi, ça n'arrivera jamais avec mes livres. Donc il y a plein d'avantages comme ceci, donc le contrôle, je l'ai dit, il y a le fait que régulièrement je peux faire des petites promotions, etc. J'ai un contrôle total sur la distribution de mes livres et j'apprécie beaucoup cela. Alors comment ça se passe? Parce que tu dis, je suis sur plusieurs sites de vente en ligne. Donc il y a un site d'impression qui est particulier et qui est en relation avec les sites de vente en ligne. Je sais pas du tout comment. En fait, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire parce que c'est un site marchand. Un site marchand. Voilà. Donc je ne sais pas on va éviter. Quoique, ceci étant, c'est le seul. Oui. C'est le seul endroit où on peut trouver ton livre. Alors, oui, tout à fait, en papier.
Voilà. En numérique, je suis partout. Alors disons-le, c'est Amazon, je crois. Voilà, tout à fait. C'est Amazon qui propose ce service-là. Donc je peux aussi moi acheter, quand je vais en salon de temps en temps, acheter mes exemplaires, mais à prix auteur, ce qui est très intéressant pour un auteur, parce que du coup, j'ai pas besoin d'acheter le livre à son prix réel, et je peux avoir une réduction conséquente pour un auteur. Et donc en plus il a une force de frappe, on va dire, assez conséquente. Hein. Là, je vois, j'ai des amis qui ont reçu la promotion, enfin parce que j'ai, comme mon livre est sorti récemment, j'ai fait une promotion pour mon livre qui est toujours en cours, hein, je tiens à le dire. Et donc ils ont reçu cette offre-là, alors que Amazon ne sait pas que je les connais. Donc c'est intéressant, ça me met en avant. Oui, ça veut dire que le boulot est fait, quoi. Voilà, tout à fait. Alors tu parles de promotion, effectivement. Explique-nous un petit peu puisque c'est un prix de lancement en quelque sorte. En France, on a la loi sur le prix du livre qui oblige n'importe quelle personne, éditeur ou indépendant, à respecter le fait qu'il ne faut pas réduire un livre de plus de 5%. Dans toute sa vie. Alors après, il y a une certaine question d'antériorité, donc c'est sujet à varier plus tard, mais normalement, le livre ne doit pas être réduit à plus de 5%, le livre papier, hein. Ça ne marche que sur le livre papier. Or, la seule exception à cette règle, c'est au moment du lancement. Au moment du lancement, il suffit que la période soit clairement mentionnée. Moi, j'ai choisi 10 jours entre le 20 et le 30 septembre, puisque c'était la période où je sortais mon livre et ça équivalait à la fin du mois. Moi, j'ai fixé que mon prix soit plus réduit que de 5% pour cette période-là. Donc, je précise bien, il ne sera jamais un aussi bas prix. Donc, il est à 17 €. 17 €, vous avez 492 pages. Il y a une carte et des illustrations à l'intérieur et une histoire qui vous tiendra normalement en haleine plus qu'une journée. Voilà. Oui, à moins d'être vraiment un lecteur hors pair pour se faire les 490 pages dans la journée. C'est arrivé le jour du lancement. Il y a quelqu'un qui l'attendait avec une telle impatience qu'elle a consacré toute sa journée à le lire et elle m'envoyait de temps en temps des petits messages. J'en suis là, j'adore. C'était super. Bah oui, mais en même temps, je lui dis c'est pas possible. J'ai passé 7 ans à l'écrire. Comment c'est possible en une journée. Voilà, c'est comme les cuisiniers. C'est ça. Tout ce temps. Et alors, justement, tes lecteurs, tes lecteurs et tes lectrices, tu les connais, donc, enfin, tu en connais certains, tu en connais d'autres, pas physiquement, mais par les échanges. Tu parlais de tes bêta lecteurs aussi. C'est vraiment important de pouvoir être en prise directe avec ses lecteurs et ses lectrices. Tout à fait, j'adore ce moment où je suis toute seule chez moi en train d'écrire, où je ne vois personne, je ne parle à personne, c'est mon côté sauvage. Mais j'ai aussi ce côté qui se nourrit des échanges avec les lecteurs. Je fais pas mal de salons, dans la période des salons qui est de mai à novembre, mai à octobre. J'essaie de faire 2 salons par mois. Et ça me permet d'aller rencontrer les gens. Alors, c'est pas évident de les aborder, leur dire voilà, est-ce que mon histoire pourrait vous plaire ? Je suis pas quelqu'un qui va forcément les empêcher de passer tant qu'ils n'ont pas regardé mes livres, hein. Mais j'ai une grande, c'est pas une satisfaction, c'est une récompense, on va dire, à savoir que lorsque je vais dans un salon, et je rencontre souvent des gens, voilà, et la première année, c'est une prise de contact. Bon, ils viennent me voir, ils ne prennent pas toujours nécessairement mon histoire, mais on échange. Oui. La deuxième année, allez, tiens, ils tentent, ils prennent un livre. Et là, je suis retournée aux Aventuriales de Ménétrol, donc on en parlait tout à l'heure, à côté de Clermont-Ferrand, un salon que j'aime vraiment particulièrement parce que je connais beaucoup d'organisateurs et d'auteurs qui sont présents dans ce salon. Et là, par exemple, j'ai eu beaucoup d'émotions de voir revenir tous mes anciens lecteurs, de ceux de la deuxième année, sont quasiment tous, ils étaient même encore plus nombreux que je ne le pensais, à revenir. Et soit, s'ils n'avaient pris qu'un livre, à me dire non, moi je veux toute la collection, soit voilà, attendre le nouveau avec une grande impatience parce qu'ils l'avaient beaucoup aimé. Donc, ils avaient beaucoup aimé les autres. J'ai été particulièrement émue par Raphaël, qui est un professeur de lettres classiques, qui a lu mon Cassandra et la Grèce des légendes, qui se passe donc en Grèce, qui m'a dit que c'était un livre magnifique, qu'il avait porté, bouleversé, et donc qui a voulu lire tout ce que j'avais publié. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée, et j'espère qu'on restera en contact, voir que je ferai une intervention dans une de ces classes, parce que c'était une très très belle rencontre. Ah, super, mais ça effectivement ça nourrit, parce que le métier d'écrivain il est solitaire, il est extrêmement solitaire, et puis surtout quand on lâche son bébé dans la nature,
On ne sait pas, c'est un peu comme à la radio finalement, parce qu'on sait pas, on sait pas qui vous êtes derrière. Et ça fait toujours plaisir parce qu'on sait que c'est du temps que les gens consacrent à nous laisser un commentaire, à venir nous voir en salon pour nous dire voilà, j'ai adoré votre livre, mais on en a besoin, ça motive, c'est énorme. Bien sûr. Parce qu'au moins on sait qu'on n'a pas écrit pour rien, on n'écrit pas pour soi en général, on écrit pour les autres. Et moi j'ai cette chance là, j'ai l'impression de fidéliser mes lecteurs. Alors c'est lent, hein, je veux dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans l'écriture et qui pensent que ça va être une success story et qui vont gagner des millions. Alors déjà, on vend des livres, on vend pas des voitures. Oui. Donc même à 70% sur le prix d'un livre, voilà, on n'en vit pas très rapidement. Hein. Donc c'est pas ce qu'il faut chercher. Moi, je préfère construire lentement ma réputation, mais je suis rassurée de voir qu'il y a cette fidélisation qui s'opère, que les gens reviennent parce qu'ils ont aimé cette histoire et que voilà, il y a un lien qui s'est créé. C'est vrai qu'on est toutes et tous pareils. Quand on a un auteur qui nous embarque sur une histoire, quelle qu'elle soit, généralement derrière on va chercher, on va creuser et on lit quasiment tout. Le phénomène Fred Vargas par exemple en polar, on est un exemple. C'est ça, tout à fait. Dès qu'elle publie, hop, les fans attendent. Alors moi, je fais partie des fans. Hein. De toute façon, ça c'est clair que je fais partie de celles effectivement qui sont non pas devant la devanture, mais pas loin en tous les cas. Une autre vie, le cycle Une autre vie à Sitara et ce premier tome, donc Tempétueuse Sylvine. Tu dirais que c'est de la littérature jeunesse ou c'est de la littérature tout public? C'est de la littérature tout simplement en epic fantasy, mais c'est voilà. Est-ce que c'est? Je pense que c'est pour tout le monde, effectivement, hein, parce que oui, souvent la fantaisie, enfin, je pense que c'était un peu il y a quelques années, ça a changé. Hein, la fantaisie était estampillée jeunesse, voilà, c'est pour les jeunes. Mais moi, là, j'arrive des Aventuriers du Ménétrol, mais le nombre d'adultes qui étaient déguisés, enfin costumés, on appelle ça du cosplay, qui avaient fabriqué eux-mêmes leurs costumes, c'est impressionnant. Et des adultes de tous âges. Hein. Oui. Donc, en fait, il y a ceux qui aiment la fantaisie et qui donc potentiellement pourraient aimer mon livre, ce sont ceux qui aiment s'évader. Moi, mon slogan, celui que j'ai mis sur mon blog, c'est « Mettez du rêve dans votre réalité ». Le quotidien est parfois un peu difficile. Je ne dis pas qu'il faut chercher à s'en échapper et à ne pas y faire face. Au contraire, je pense que c'est un signe de courage que d'arriver à affronter tous les petits soucis, les tracas du quotidien. Il n'empêche qu'on a parfois besoin d'aide. Et plutôt que de prendre des substances illicites, je pense qu'un livre peut vraiment remplir ça. Remplir cette fonction-là. Et je pense que c'est le cas du mien. Il peut vraiment donner envie, voilà, une autre vie. Il y a vraiment plein de double sens dans cette phrase. Vivre notre vie, c'est avoir cette petite échappatoire-là, se dire, ah, tiens, dans cette vie-là, je peux combattre un dragon, je peux voler sur le dos d'un dragon, je peux avoir des pouvoirs magiques. Bon, on revient à la réalité, c'est plus le cas, mais on a cette petite étincelle-là. On a eu ce moment de rêve, bien sûr, mais c'est clair que le livre, c'est aussi fait pour ça. C'est aussi fait pour s'échapper, c'est aussi fait pour s'évader, pour se nourrir l'esprit, et on revient un petit peu différent, on va dire. Écoute, ce tome 1 donc sort là, prix de lancement, je le rappelle, jusqu'au 30 septembre. On le trouve donc sur Amazon. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon de le... En numérique, c'est en numérique sur tous les sites de vente en ligne. Ceux qui ont l'habitude de lire en numérique, ils sauront le retrouver. Hein. Ils tapent Nathalie Bagadé, Une autre vie à Sitara, ils me trouvent tout de suite. Voilà, donc vous avez plein de vous avez au moins deux manières de faire. Tu as aussi, si je peux me permettre, alors il n'est pas encore à l'Étincelle de Valence, mais je suis en partenariat avec la librairie L'Étincelle de Valence, donc il devrait arriver incessamment sous peu. Et je fais une séance de dédicace à la papeterie Carré de Seine Val de Drôme, qui se trouve à Livron-sur-Drôme parce que c'est là où j'habite. Donc je vais faire une séance de dédicace pour tous ceux qui seraient intéressés le vendredi 6 octobre. De 16h à 18h30. Très bien, donc à Livron, et à Livron j'imagine qu'on trouve aussi ce livre. Donc, tout à fait, et j'ai pris beaucoup de retard avec la médiathèque de Livron qui d'habitude me les commande, et il sera aussi à la médiathèque de Livron. Oui, parce qu'alors ça, voilà, les circuits de distribution, on n'en a pas parlé, mais dans les librairies, comment on fait pour mettre un livre en librairie? C'est un peu trop compliqué quand on est indépendant, parce que du coup on doit les faire en dépôt-vente, donc ça implique un suivi, et pour le libraire et pour moi.
J'avoue que j'ai commencé à le faire et j'ai abandonné parce que c'était trop chronophage pour peu. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand il y a une séance de dédicace, que je suis présente, etc. Mais là, tu viens comme donc pour un salon, tu viens avec. Je viens avec mes livres, je les dédicace, je repars avec. Là, ça c'est faisable. Mais les laisser en dépôt-vente, non, ça devient trop compliqué, trop. Et pour eux et pour moi, hein, je veux dire, le libraire, il a aussi beaucoup de choses à faire déjà. Donc, je suis persuadée que c'est l'une des clés de la bonne santé d'un libraire, c'est d'avoir de l'animation dans sa boutique. Bien sûr. Donc, ça passe par les séances de dédicace avec un auteur. Donc là, j'ai déjà fait ça plusieurs fois dans beaucoup de librairies de Valence notamment, autour de Valence. Mais le livre n'est pas en permanence en rayon déjà parce qu'ils ont beaucoup de stock et aussi parce qu'il y a ce concept du dépôt-vente qui est un peu lourd à gérer. Alors bon, même si on n'est pas forcément totalement fan d'Amazon, on va dire qu'on préfère largement les petits libraires. Mais bon, voilà. En tous les cas, ils ont mis cette chose au point qui est effectivement très intelligente parce que, comme tu le disais, si toutefois vous avez envie de vous lancer dans l'écriture, ne faites pas du conte d'auteur. Tout à fait. C'est une arnaque. Hein, c'est une arnaque. Voilà. On va dire le mot. C'est effectivement une arnaque. Donc ce fonctionnement-là est vraiment. Bon, là, le net et les nouvelles technologies nous permettent maintenant de plus de souplesse et donc des solutions. J'ai d'ailleurs écrit un guide pratique pour si cela intéresse, si mon expérience peut donner envie à d'autres de faire la même chose. Moi, je partage, je suis professeur, donc je partage et j'ai écrit un guide pratique sur l'auto-édition avec tous mes conseils pratiques, mes erreurs comme ce qui a réussi. Je mets des liens, j'ai traduit toute l'interface qui est en anglais, donc je l'ai traduite pour que les gens puissent comprendre ce qui se passait. Et il a, je crois, c'est une note de 5 sur 5. Allez, on va dire 4,7 sur 5 sur Amazon. Il n'a que des bons commentaires. Tous ceux qui l'ont lu ont vraiment eu l'impression que ça leur a apporté quelque chose. Pas forcément des auteurs auto-édités, d'ailleurs des auteurs tout court, parce que je donne des conseils sur faire sa promotion. Et faire sa promotion, c'est pas harceler son entourage. Oui, faut éviter. Voilà, c'est important aussi. Donc oui, ça s'appelle Auto-édition à vous de jouer. C'est paru en décembre 2015, mais donc vous pouvez aussi le trouver tel qu'on l'a expliqué. Et tu as un blog, tu as un site internet, c'est aussi une clé d'entrée pour trouver tes livres et surtout aller découvrir ton monde, ton univers, les livres précédents et puis ton univers en général. Vous verrez quelques images aussi de Céline Lacomblaise. Voilà, ça fait rentrer dans l'univers. Et alors je n'ai plus l'adresse de je l'ai pas sous les yeux. C'est mon nom, nathaliebegadé.fr. Donc il suffit de le taper, on le trouve tout de suite sur Google bien sûr. Et ce que j'adore, c'est ceux qui s'abonnent à ma newsletter. Alors je ne les harcèle pas de pub. J'envoie une newsletter par mois, soit à ceux qui sont intéressés par l'auto-édition. Dans ce cas-là, ça s'appelle À vous de jouer, la newsletter. Et c'est plein de conseils pratiques sur l'auto-édition, des retours d'expérience qui sont un peu plus privés que ce que je mets sur le blog. Je me donne plus de chiffres que ce que je donne sur le blog, qui est par essence public. Et voilà, j'ai pas envie que tout circule. Et l'autre newsletter que j'ai, c'est Nota Bene. C'est mes initiales. Et là, c'est pour vraiment mes fans, mon petit clan, ma tribu, qui me font l'honneur la confiance de s'abonner. Et là, je leur donne des exclusivités, les coulisses, des petites exclus. Il y a déjà la couverture du tome 2 qui a été révélée. Bon, voilà, des petites choses comme ça où j'essaie d'entretenir ce lien. Toujours une fois par mois, pas trop non plus, et pour moi et pour eux, c'est bien. Et donc, qui n'hésite pas à s'abonner, il y a tout ça sur le blog, sur la colonne de droite, quand on arrive. Alors, à quand le tome 2 ? Alors, normalement, je vais essayer de tout faire pour l'année prochaine, puisque j'essaie de publier une fois par an. Mais j'ai un petit projet avant qui me tient aussi à cœur, qui est un livre jeunesse, Petit Pierre et la Gargouille. Et comme j'habite à Livron-sur-Drôme, que j'aime beaucoup ce village, enfin c'est une ville, mais moi j'habite dans le village Haut Perché de Livron-sur-Drôme, que j'ai la chance d'avoir une amie illustratrice, ma voisine, qui fait des illustrations pour Henri Dess, qui est vraiment de la partie. Je voudrais qu'on fasse un produit 100% drômois, et notamment livronnais. Donc j'ai cette histoire à écrire d'abord, et après je me repenche sur le tome 2 de Citara, promis.
Super. Donc voilà, retrouvez Tempétueuse Sylvine, le premier tome donc du cycle Une autre vie à Citara, écrit par Nathalie Bagadet, ça y est, mais j'étais sûre de le faire. Voilà, c'est fait. Il fallait attendre la fin. Qui est donc dromoise. Voyez, on peut faire des choses. Voilà, il se passe plein de trucs dans notre notre territoire, même si c'est le territoire élargi, qu'on retrouve. Donc, vous pouvez retrouver sur son site, via son site internet, via le blog, via Amazon aussi, pour acheter, et via acheter le livre papier et toutes les autres plateformes en ligne pour tout ce qui est numérique. Oui. Livre numérique. Beaucoup. Merci beaucoup Nathalie d'être venue jusque là, et puis longue vie à Citara. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.